Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de faut-il fermer l'espace aérien ukrainien? Et cela va être 6 petits chapitres. Dans un premier temps, le cadre autour de l'espace aérien. Dans un deuxième temps, nous allons regarder si des avions civils ont déjà été abattus par des militaires en temps de guerre ou de crise, avant de nous focaliser sur le vol Iran Air 655 abattu par les Américains, puis regarder Siberia Airlines 1812 abattu par les Ukrainiens, et enfin le MH17 apparemment abattu par les séparatistes pro-russes. Ensuite, je vous donnerai mes 2 cents, comme j'aime bien le dire, sur le sujet. Tout ça juste après le jingle. Le cadre, l'espace aérien. Comme vous le savez, un pays est souverain sur son espace aérien au-dessus de son territoire et jusqu'à 12 nautiques, à peu près 22 km, au large de ses côtes. Ça date de la Convention de Chicago 1944 et cela s'étend verticalement jusqu'à l'espace. La définition de l'espace est différente. Vous avez par exemple l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique qui dit que c'est 80 km. Vous avez la Fédération internationale aéronautique qui dit que c'est 100 km et vous avez le centre de contrôle de la NASA qui annonce 122 km. À l'heure actuelle, ce n'est pas trop facteur parce qu'au-dessus d'une vingtaine, à grand max trentaine de kilomètres, vous n'avez pas beaucoup d'aéronefs. Les avions de ligne évoluent généralement jusqu'à 12, grand maximum 13 km de hauteur. Voilà pour le cadre légal, donc les Ukrainiens peuvent absolument faire ce qu'ils veulent de leur espace aérien. Les pays autour peuvent également décider d'interdire le survol de leur espace par des avions ukrainiens. Nous en avons parlé avec l'Algérie qui avait interdit le survol de son territoire à des avions militaires français, tout en gardant la possibilité pour des avions civils de venir survoler son territoire. Nous avons vu avec la Biélorussie également que l'espace aérien européen pouvait décider de se fermer à des avions biélorusses. Donc voilà, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, je vous renvoie vers ça. Et je vous propose de nous interroger maintenant, est-ce que des avions civils ont déjà été abattus par des militaires? La toute première fois, c'était le 24 août 1938. Là, c'est un incident qui a fait 14 victimes, un DC-2 chinois, mais piloté par un Américain, qui se fait prendre en chasse lors de la guerre sino-japonaise, par les Japonais. Le pilote essaye d'esquiver les chasseurs japonais, il finit par amérir, et là les Japonais mitraillent les personnes au sol. Ça fait donc 14 victimes pour ce premier incident, attaque, attentat, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, de l'histoire. Il y en a eu d'autres derrière, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez le 14 juin 1940, un Junker 52 finlandais civil qui est pris en chasse par 2 DB3 soviétiques, alors que la guerre entre la Finlande et les soviets est terminée. Il se fait abattre, 9 victimes sont à déplorer. En 30 janvier 1942, vous avez 13 morts lors d'un vol de Qantas qui va vers le Timor pour récupérer des réfugiés suite à l'invasion de Java. Là encore une fois des zéro attaques et il y a eu 5 survivants, mais 13 victimes encore une fois. Donc vous voyez, c'est quand même souvent dans des zones de conflit, de crise ou de guerre que vous avez des avions civils qui s'aventurent et ça se passe assez mal. En 1954, le 23 juillet, vous avez un DC-4 de Cathay Pacific qui est attaqué par des LA-7 chinois. Il y aura 10 morts et 9 survivants. Si on regarde un peu plus proche de nous, vous avez le Libyan Arab Airlines 114, 108 décès suite à l'interception de ce 727 au-dessus du Sinaï par des chasseurs des F-4 israéliens qui l'ont abattu. Il y aura quelques survivants également. En 1993, dans la région qui nous intéresse un peu plus, vous avez 2 avions qui décollent de Géorgie, Tu-134, Tu-154, l'un après l'autre, 24 heures d'écart quasiment, qui se font abattre par des indépendantistes peu de temps après le décollage. Donc là, ça fait 27 puis 108 morts. Donc cela arrive. Et maintenant, je vais me focaliser un petit peu plus sur des cas plus récents. Et c'est parti. Alors vous avez sûrement entendu parler du Iran Air 655, ça arrivait le 3 juillet 1988, un Airbus, un A300, qui décollait d'Iran, du sud de l'Iran, de Bandar Abbas, qui allait vers Dubaï. Donc c'est un vol d'une demi-heure seulement, il devait monter au niveau de vol 140, c'est un petit saut de puce. Pardon, tu couperas, hein.
In fine, il décolle avec 27 minutes de retard, juste derrière un F-14 décolle, un F-14 iranien, et il se fait abattre, c'est à 300, par un navire américain de classe Ticonderoga, l'USS Vincennes. Et dit comme ça, c'est vraiment absolument horrible, et dans tous les cas, c'est horrible, mais je vais vous donner un tout petit peu de contexte. Un an avant cet accident, vous avez l'USS Stark qui a été attaqué par un Falcon 50 équipé d'AM-39. Les deux AM-39, dont des Exocet, missiles de fabrication française anti-navire, ont été tirés depuis cet avion d'affaires et ont touché l'USS Stark, ce qui a fait plus de 37 morts et 21 blessés. Forcément, les Américains ont été un peu traumatisés par ça. Mais c'était pas tout. Il y avait beaucoup de tensions dans le Golfe à ce moment-là. Vous avez par exemple l'USS Samuel B. Roberts qui a touché une mine en avril 88. Et toujours en avril 88, le 18 avril, il y a eu une opération contre des plateformes pétrolières de Sansan et Syrie. Et là, eh bien, vous avez eu 2 décès dans des pilotes d'un équipage d'hélicoptères américains. Vous avez eu 87 morts iraniens, 300 blessés, une frégate, un destroyer coulé du côté iranien. Donc le 18 avril 88, opération de crise, petit événement de guerre en fait, entre les Iraniens et les Américains. Ça vous donne l'idée des tensions. Depuis septembre 87, les Américains avaient publié un NOTAM, N-O-T-A-M, Notice to Airman, c'est un bulletin d'information dont les équipages doivent prendre connaissance, qui disait que si vous allez dans le Golfe avec un avion, militaire ou civil, il fallait veiller, écouter en permanence la fréquence 121.5, qui est la fréquence d'urgence, ainsi que pour les avions capables, 243 qui est la fréquence de détresse militaire et que vous serez sûrement contacté par des militaires américains sur ces fréquences s'ils ont un doute. Ce jour-là, pour le vol, ce vol 655, il y a eu 10 appels en tout, 7 sur 243, donc une fréquence UHF qui n'était pas monitorée par l'avion de ligne, et 3 sur 121.5 qui auraient dû être monitorés par l'avion de ligne. In fine, ils ont ouvert le feu avec 2 SM-2MR, des missiles très efficaces qui a détruit l'avion. Mais ce que l'on sait moins, eh bien, c'est qu'en parallèle de tout ça, l'USS Vincennes, et je ne suis pas en train de les excuser loin de là, eh bien, ils étaient pris à partie par des petits navires rapides iraniens. Pour avoir été sur Charles de Gaulle, je peux vous dire que c'est pas agréable, on les voit passer et tout, sauf que ces petits speedboats, à l'époque, étaient beaucoup plus agressifs. Les Américains, alors je pourrais même faire une vidéo dessus parce que c'est assez complexe, mais les Américains, au final, ils se cherchaient un peu avec les Iraniens, ils ont envoyé un hélicoptère, les Iraniens ont ouvert le feu sur leur hélicoptère. Du coup, les Américains ont eu l'autorisation d'ouvrir le feu sur des speedboats. À ce moment-là, ils détectent un F-14 qui décolle à quelques dizaines de kilomètres. Ils font des erreurs au niveau de leur utilisation du radar, des erreurs de process, tout ça. Ils décident d'engager ce qui pense être un F-14 en passe d'attaque, en rapprochement sur eux, à moins d'une vingtaine de kilomètres. Et malheureusement, ils abattent un Airbus. Tout ça pour dire que, comme dans les accidents, c'est souvent la multiplication des événements qui va faire que vous arrivez vers l'accident tragique. Donc les Américains de base ne voulaient pas abattre cet avion. Voilà, on se retrouve dans une situation de très haute tension, engagé contre des speedboats, ça se tire dessus en réel, on a l'impression qu'un bateau arrive, ça ouvre le feu. Succession d'événements dans une zone particulièrement tendue. Maintenant, nous allons parler d'un autre vol que je ne connaissais pas il y a encore peu de temps, le Siberia Airlines 1812. Alors lui a été perdu à peu près un mois après les attentats du 11 septembre. C'était le 4 octobre 2001. 78 morts malheureusement, et c'est un départ de Tel Aviv pour se rendre en Russie. Vous aviez donc un Tu-154 qui est monté au niveau de vol 360, c'est assez haut. Et là, eh bien, il a été abattu par apparemment un missile SAM, Surface to Air Missile, un SA-200 Gammon, un système inventé dans les années 66, un missile qui fait quasiment 11 mètres de long et qui était tiré par l'armée ukrainienne à des fins d'entraînement sur une cible. Cette cible a été touchée par un autre missile tiré en même temps, un S-300, et donc le missile tiré par ce S-200 a continué apparemment, s'est trouvé une nouvelle cible dans ce Tu-154 et l'a percuté. Les Ukrainiens ont décidé bien qu'ils arrêteraient les tirs d'entraînement surface sol-air pendant une durée de 7 ans après ça. Donc voilà, donc en 2001, il n'y a pas si longtemps que ça, Tu-154 abattu par l'armée ukrainienne, par mégarde, sans faire exprès, par accident. Voilà, c'est triste, au-dessus de la mer Noire. Alors le MH17, beaucoup de personnes le connaissent, comme vous le savez, il y a le MH370 qui a disparu, et quelques mois après, la compagnie Malaysian Airlines a survolé l'Ukraine lors de la guerre du Donbass. Ils ont pu voler beaucoup plus nord que d'habitude grâce à un
cap direct donné par le contrôle aérien, et alors qu'ils étaient au niveau 330 et que l'Ukraine avait déconseillé le survol de la zone en dessous, alors qu'ils étaient au niveau de vol 330 et que l'Ukraine avait déconseillé le survol de la zone en dessous du 320, donc ils étaient dans les clous, mais ils ont reçu un missile tiré par un S-111 Gatfly, un missile Buk. Ça date, le design, des années 1972 à peu près, mis en service dans les années 80, et c'est un type de missile qui a également été utilisé, encore une fois, par les séparatistes, le 7 août 2014, donc quelques semaines après, pour abattre un MiG-29 ukrainien. Malheureusement, eh bien, voilà, ça a impacté sur l'avant du 777-200ER, ça a détruit l'avion et il y a eu 298 victimes, principalement néerlandaises, lors de cet accident. Il y a eu toute une commission d'enquête qui court encore, et il y a encore des procès en cours par rapport à ça. Donc l'avion abattu est tombé sur le territoire ukrainien. À noter qu'il y avait des NOTAM, hein, ça j'insiste encore une fois, et ça a déconseillé le survol en dessous du niveau 320. On voit bien que les missiles, ce type de missile peut aller chercher un avion sans aucun souci au niveau 400 ou même 450. Bref, un avion de ligne ne peut pas être assez haut pour être hors de portée d'un S-111 en français dans le texte. Alors avant de vous donner mes 2 cents, je voulais d'abord vous parler de l'Ukrainian International Airlines 752, de l'UIA 752 qui a été abattu le 8 janvier 2020, donc beaucoup plus proche de nous, avec beaucoup de Canadiens à bord. Il a été abattu au décollage de Téhéran, donc c'était un 737 NG, 176 personnes sont décédées. Il a été abattu par un SA-15 Gauntlet qui a tiré 2 missiles, qui a un système plus courte portée que le SA-11 dont nous avons parlé précédemment. Je voudrais remettre les choses dans leur contexte parce qu'en fait, 4 heures avant, les Iraniens avaient ouvert le feu contre des bases américaines en Irak suite à l'assassinat du général Soleimani par les Américains avec un drone. Et à ce moment-là, eh bien, les Iraniens s'attendaient à une frappe en retour des Américains. Ils avaient donc mis en alerte leur système, leur défense solaire, et eh bien, ça a amené à confondre un 737 NG au décollage de Téhéran avec un missile de croisière américain, ce qui a fait ouvrir le feu on va dire, aux équipes de défense aérienne. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un bon exemple? Eh bien parce qu'il y avait encore des vols dans une zone où il n'y avait pas vraiment la guerre, mais il y avait de très fortes tensions. Et là, je pense que le parallèle avec l'Ukraine en ce moment vous parle. Donc comme nous l'avons vu, eh bien oui, des avions de ligne se sont déjà fait abattre dans des zones de crise, dans des zones de tension, par temps de guerre et même par temps de paix. Et malheureusement, j'ai envie de dire, eh bien l'Ukraine a un gros passif de ce côté-là, que ce soit en tant que zone où des tierces personnes, des indépendantistes abattent des avions qui survolent le territoire, en tant que pays qui met en œuvre, voilà, sans faire exprès, du système solaire qui abat des avions civils, ou en tant que nation dont la compagnie aérienne, j'ai envie de dire quasiment principale, se fait abattre au décollage dans une zone où il y a eh bien, de fortes tensions entre le pays et les Américains. Alors maintenant, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit le chef d'état-major des armées, on l'appelle le CEMA, le général Thierry Burkhardt. Qu'est-ce qu'il a dit en octobre 2021? Il a dit que sa vision était qu'il fallait lancer un nouveau concept qu'on appelle « gagner la guerre avant la guerre », quelque chose que les Chinois et les Russes ont tendance à faire, que nous ne faisons pas, qui est de changer en fait de paradigme, de se dire ce n'est pas une succession paix, crise, guerre, mais nous rentrons maintenant dans une période où c'est compétition, contestation, affrontement. Je trouve très intéressant ce qui se passe à l'heure actuelle à la frontière ukrainienne, parce que si on regarde d'un point de vue du droit international, les Russes sont dans leur territoire, ou sont en Biélorussie, là où ils sont invités pour faire des exercices, font des exercices en mer Noire, dans leur territoire, en Biélorussie, respectent le droit international. Néanmoins, en face, il y a, et je cite les porte-paroles russes, une hystérie occidentale qui fait monter un petit peu la pression, et à l'heure actuelle, eh bien, le principal dommage collatéral, c'est pour le peuple, le pays, la démocratie ukrainienne. À partir de là, c'est intéressant de voir qu'un pays, dans son territoire, arrive à faire pression, d'une certaine manière, sans faire la guerre. Et pour ce qui est de la question qui nous intéresse directement aujourd'hui, faut-il interdire le vol en espace aérien ukrainien? Eh bien, j'ai envie de vous dire que la question, la problématique est très complexe. Pourquoi? Parce que la priorité absolue de l'aviation civile est votre sécurité.
en tant que pilote de ligne, en tant que compagnie aérienne, si je ne peux pas assurer votre sécurité, je ne vais pas décoller. Est-il possible d'assurer votre sécurité si demain on va à Kiev, on fait par exemple Paris-Kiev? Je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. Un autre point est le côté assureur. Il y a eu des impacts au niveau des polices d'assurance avec le discours américain qui risque d'amener même des compagnies aériennes pour des raisons purement d'assurance de se retirer de l'Ukraine parce que leurs polices d'assurance risque d'évoluer, ne seront plus couverts en cas de problème. Donc avoir un discours alarmiste, comme ce qui est le cas actuellement, cela a un énorme impact sur l'économie ukrainienne, sur la liberté de mouvement ukrainienne, et les plus embêtés dans l'histoire, ce sont les Ukrainiens. Donc voilà, c'était le petit avis que je voulais vous partager. Maintenant, si vous me demandez clairement, est-ce qu'il faut ne pas aller en Ukraine en ce moment en avion? Moi, je pense que ça devrait être au niveau des autorités de chaque pays. Par exemple, la France devrait dire à Air France, eh ben non, nous ne voulons pas, nous les autorités françaises, que vous alliez en France. Les Néerlandais vont dire à KLM, non, nous ne voulons pas. Je pense que de par l'histoire, de par ce que l'on a pu observer en Iran il y a maintenant 2 ans, ça devrait être les États qui prennent la responsabilité de rajouter des restrictions de manière à ce que d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial, parce qu'il s'agit de garder également les slots aériens, les remboursements, tout ça, les compagnies puissent privilégier la sécurité sans que les contraintes économiques ou de slots aériens, de garder ces créneaux de vol, tout ça puisse entrer en ligne de compte. Je pense que c'est du côté des gouvernements que cela doit se faire de manière à privilégier la sécurité pour les concitoyens in fine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais finir avec une petite citation de Dune. Je vous laisse lire ça et je vous dis fly safe et à très bientôt.